Bonjour à tous, bienvenue donc dans ce webinaire IDEMO régionalisé. On va attendre encore une petite minute que les derniers participants se connectent et puis on va commencer le webinaire à l'heure. Hop. Donc je vois qu'il est 11 h maintenant, donc on va ouvrir ce webinaire et commencer ce webinaire donc, qui est donc dédié à l'appel IDEMO régionalisé. Donc les intervenants aujourd'hui, donc Laurent Pérez, qui est donc chargé de projets innovants pour tout ce qui est émergence de projets innovation. Et donc moi-même, Anne Keroué, qui aussi, je m'occupe de tout ce qui est projet innovation, mais plus sur la région Nouvelle-Aquitaine. Et donc on va vous présenter donc cet appel IDEMO régionalisé aujourd'hui. Alors juste dans un premier temps, quelques conseils pratiques pour ce webinaire. Donc tous les microphones sont coupés pour éviter donc, tout ce qui est bruit de fond. Mais voilà, vous avez la possibilité pendant la présentation d'écrire vos questions via l'outil chat. Donc vous pouvez voir l'image sur la droite. Ou si donc parfois ça peut arriver que cette icône ne s'affiche pas correctement, vous pouvez nous les envoyer aussi à l'adresse inomat@aerospacevalley.com. Et en fait, on répondra aux questions du chat à la fin de ce webinaire. Et donc voilà, l'enregistrement de ce webinaire sera disponible aussi 48 heures après ce webinaire et vous sera envoyé directement par mail. Et en fin de présentation, on vous a rappelé nos adresses mail à Laurent et à moi-même. Vous pouvez, voilà, si vous avez d'autres questions qui vous viennent après, nous contacter directement par mail. Donc voilà. Donc je vais laisser la parole à Laurent qui va nous parler donc de nous présenter l'appel IDEMO régionalisé. Oui, merci beaucoup Anne. Du coup, on va vous présenter sur une toute petite demi-heure le dispositif IDEMO régionalisé. C'est un dispositif qui a été publié il y a quelques semaines, fin août, par la région Occitanie. Pour le contexte, chaque région a signé avec l'État une convention qui comporte différents dispositifs cofinancés entre l'État et les régions. Aujourd'hui, la région Nouvelle-Aquitaine n'a pas encore signé la convention avec l'État. Dans tous les cas, s'il y avait des projets collaboratifs entre Nouvelle-Aquitaine et d'autres régions, on pourrait voir avec la région comment on peut faire si jamais, d'ici à la fin de la clôture actuelle qui sera en octobre, l'État et la région Nouvelle-Aquitaine n'avaient pas encore conventionné. Donc, pour l'instant, faites comme si il était possible, au même titre que n'importe quelle autre région, pour les partenaires néo-aquitains, de participer à un projet collaboratif dans ce cadre-là. Le cadre et les objectifs du IDEMO régionalisé, c'est de soutenir les projets collaboratifs de recherche et de développement. Donc, on est bien sûr de la R&D, qui vont avoir pour objectif de renforcer la position des acteurs industriels et des acteurs qui proposent des services sur des marchés porteurs, donc assez dimensionnants, pour proposer des nouveaux produits ou services avec une haute valeur ajoutée. Donc on est quand même sur de l'innovation assez poussée. À la différence du IDEMO que vous connaissez peut-être, qui est le dispositif qui est opéré par BPI seul, on est sur des projets uniquement collaboratifs et de plus petite dimension dans le sens où les budgets maximum attendus sont plus bas. On y reviendra tout à l'heure. Et donc pour les différents contextes de cet appel à projet, il s'agit de projets collaboratifs qui sont lancés conjointement par l'État et les différentes régions dans le cadre du volet régionalisé France 2030 et du PIA régionalisé. Donc cette action, elle se traduit par cet appel à projet qui vise à faire émerger des consortiums d'entreprises de toute taille, donc au moins une PME et une ETI, et des partenaires de recherche académique
au sens large, donc les laboratoires de recherche type UMR, UPR, CNRS universitaire, mais aussi les IRT, le CEA, l'ONERA et ce type d'établissement-là. Et les projets vont devoir s'inscrire pleinement dans les objectifs des différents schémas régionaux de développement. Typiquement, si on a un projet occitan ou un projet néo-aquitain, il faudra qu'il soit en lien avec le SR2EI, les SRDE2I, pardon, l'AS3 de la région qui va être amené à financer le projet et les différents plans climat régionaux qui sont déployés dans chaque région. Donc, pour chaque région, il y a des priorités thématiques et pour pouvoir être financé dans une des régions, il faut veiller à ce que les acteurs financés par cette région répondent à l'une de ces priorités thématiques-là. On ne les a pas listées ici, mais en règle générale, que ce soit côté néo-aquitain ou côté Occitanie, tous les projets qui vont adresser les différentes filières adressées par le pôle, c'est-à-dire aéronautique, spatiale et drone, vont pouvoir rentrer dans ces priorités thématiques. En ce qui concerne la nature des projets qui sont attendus, pour la région Occitanie, tout du moins, puisqu'on n'a pas encore le cahier des charges pour la région Nouvelle-Aquitaine, c'est des projets qui doivent durer entre 24 et 48 mois. On a regardé dans les autres cahiers des charges qui existent dans d'autres régions. Certaines régions attendent des projets qui peuvent aller jusqu'à 60 mois, mais ce n'est pas la norme, 50 projets. On est plutôt entre 2 et 4 ans de durée de projet. Les consortiums vont devoir être constitués. C'est là où il y a des règles assez spécifiques sur la constitution du consortium. Il faut au moins 2 entreprises d'un laboratoire de recherche public, au moins une PME ou une ETI, et il faut avoir au maximum 5 partenaires. Donc ça, c'est la dimension classique d'un consortium. Et on va pouvoir monter des projets qui sont soit intra-régionaux, c'est-à-dire que tous les partenaires sont sur une même région, soit interrégionaux. C'est-à-dire qu'on a au moins un des partenaires qui va être implanté dans une région différente des autres partenaires. En théorie, les interrégionaux, ils peuvent impliquer 2 voire plus de régions. Cette dimension interrégionale ou intra-régionale va avoir un impact sur l'assiette des dépenses attendues. Sur les projets au sein d'une même région, on attend des projets qui vont être au minimum de 500 000 € et au maximum de 4 millions d'euros pour l'assiette des dépenses globales du projet sur la totalité des partenaires. La petite différence, c'est que les projets interrégionaux, il faudra présenter une assiette de dépenses qui devrait être supérieure à 1 million d'euros, jusqu'à 4 millions d'euros. Au-delà de 4 millions d'euros, il faudra adresser d'autres dispositifs. Typiquement, ça peut être le IDEMO national, qui attend des projets collaboratifs avec un budget au moins de 4 millions d'euros. Mais le IDEMO, il faut s'assurer avant de candidater sur ce IDEMO national qu'il n'y a pas d'autres dispositifs de financement national qui peuvent répondre à la thématique à laquelle le projet s'adresse. Après, il y a différentes règles sur l'assiette des dépenses. Typiquement, si vous avez un partenaire qui représente moins de 5% de l'assiette totale des dépenses, sa participation devra être reléguée à la sous-traitance ou alors il devra être autofinancé. Et la sous-traitance ne pourra pas, en règle générale, dépasser 30% de l'assiette totale des dépenses au niveau du projet. Et il faut veiller aussi à ce que, en fait, vous pouvez aller jusqu'à 50% de l'assiette totale des dépenses dans des cas très particuliers, mais ça sera uniquement dans les cas où vous faites appel à la sous-traitance auprès d'un laboratoire public de recherche. Cette sous-traitance, du coup, ne pourra pas être en lien avec une activité de R&D à proprement parler. À ce moment-là, le laboratoire public de recherche serait plutôt à définir comme étant un partenaire à proprement parler du projet. Sur les modalités de financement, donc maintenant qu'on a parlé de l'assiette globale des dépenses, sur les modalités de financement, on est sur des modalités classiques d'intervention au niveau régional. En ce qui concerne en tout cas l'Occitanie et très probablement aussi la Nouvelle-Aquitaine, les taux d'intervention maximum, et on insiste bien sur la notion de maximum parce que ça pourra être défini comme étant plus bas en fonction de la typologie des projets. Et en règle générale, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que les régions ne vont pas jusqu'au maximum. Typiquement, pour un projet collaboratif, aujourd'hui, une petite entreprise va plutôt être financée à 50%. Toujours est-il que le taux d'intervention maximum pourra être de 60%
sur un IDEMO régionalisé pour une petite entreprise, c'est-à-dire moins de 10 salariés. Pour une moyenne entreprise, ça pourra aller jusqu'à 50%. Et pour les grandes entreprises et les ETI, désolé pour la faute de frappe, ça sera jusqu'à 40%. Les laboratoires publics de recherche vont être financés sur des modalités qu'elles ont l'habitude de voir, c'est-à-dire 100% des coûts additionnels et ou 50% des coûts complets. Le financement va se faire sous forme d'avance remboursable et de subventions. Et là, la répartition va dépendre de chaque région. Pour un partenaire qui sera basé en Occitanie, c'est-à-dire pour un partenaire qui va réaliser sa R&D en Occitanie, les ETI et les grandes entreprises seront exclusivement financées sous forme d'avance remboursable. Les PME, elles, recevront une subvention jusqu'à 300 000 euros. Et au-delà de 300 000 euros d'aide demandée, tout ce qui va dépasser ces 300 000 euros-là seront versés sous forme d'avance remboursable. Typiquement, si on prend un projet où un partenaire demande 400 000 euros de subvention, c'est-à-dire qu'il a une assiette de dépenses qui avoisinera les 800 000 euros. Sur ces 400 000 euros de subvention, on n'aura finalement que 300 000 euros de subvention et 100 000 euros d'avance remboursable. Et les dépenses éligibles, on est sur le régime classique d'intervention de la région et de l'État pour les projets innovants. Donc, c'est les frais de personnel, c'est-à-dire les gens qui sont impliqués directement sur le projet, soit des permanents, soit des CDD. Et pour les CDD, il faut qu'ils soient réellement employés sur le projet. Tout ce qui va être amortissement pour les équipements utilisés pour les besoins du projet sur la durée du projet. Les coûts de recherche contractuelle, les coûts de connaissance, les frais de brevet, les frais de licence vont pouvoir être aussi éligibles dans l'assiette de dépenses. Et après, il y a tous les frais généraux additionnels. Dans les frais généraux additionnels, il y aura du petit consommable, d'autres dépenses, certains frais de mission et une somme forfaitaire qui sera allouée en fonction de la quantité de frais de personnel valorisés dans le cadre du projet. Ça, c'est un régime relativement classique que vous avez l'habitude de voir si vous avez déjà demandé une subvention à la région ou auprès de BPI. Il va y avoir différents critères de sélection qui sont finalement assez génériques par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir sur un projet innovant. Déjà, c'est le degré de réponse aux enjeux de la filière impactée par le projet. Typiquement, sur un projet aéro, est-ce que votre projet s'inscrit bien dans les différentes feuilles de route et les différentes priorités de la filière? La décarbonation, l'allègement des structures, la digitalisation des aéronefs. Pareil sur tous les secteurs d'activité. Donc, il faut argumenter sur le lien entre la réponse que vous apportez dans le cadre de votre projet et les besoins du marché et de la filière adressée. La clarté et l'originalité du dossier déposé, à quel point vous êtes innovant et à quel point vous vous différenciez dans votre approche par rapport aux autres projets qui ont été vus, mais également par rapport à l'état de l'art et les ambitions finalement par rapport à ce que vous voulez apporter comme innovation et à quel point ça s'inscrit dans les tendances du marché. Vous allez aussi avoir argumenté sur les degrés de rupture et le caractère innovant de votre projet. Typiquement, le passage en TRL supérieur, MRL. L'équilibre du plan de financement de votre projet sera aussi étudié dans le cadre des critères de sélection. Les retombées économiques, sociales, environnementales, les emplois potentiels qui vont être générés par le projet sur les différents territoires de votre projet. Donc, tout ce qui va être plan d'exploitation et impact retombées socio-économiques vont être étudiés. C'est relativement classique par rapport à un projet régional si vous en avez déjà monté. La capacité du porteur du projet à mener à bien le projet, c'est-à-dire le coordinateur a-t-il une expérience en coordination de projet, le consortium a-t-il déjà travaillé ensemble, est-ce que les règles de propriété intellectuelle sont clairement définies, est-ce qu'il y a une cohérence par rapport aux dispositions de l'accord de consortium. Petite parenthèse ici, un draft de l'accord de consortium vous sera demandé au moment du dépôt et il faudra un petit peu argumenter sur les règles générales de répartition de propriété intellectuelle que vous allez définir. Ça peut être des règles tout à fait génériques, mais il faut démontrer que vous avez déjà réfléchi à la question et proposé des règles équilibrées, compatibles avec la réglementation et pertinentes par rapport au plan d'exploitation que vous souhaitez mettre en œuvre par la suite. Et ensuite, il y a l'inscription dans l'écosystème local, c'est-à-dire est-ce que vous avez
pris en compte l'ensemble des acteurs qui pourraient être impactés par votre solution? Est-ce que typiquement les pôles de compétitivité soutiennent votre projet? Est-ce que les plus grands centres de recherche sont au courant de votre projet ou mieux participent à votre projet dans le cadre du développement? Donc, tous ces éléments-là vont être regardés et dans le cadre du comité de sélection, il va être regardé en particulier la cohérence du projet et les priorités des politiques publiques en région. Ce qu'on disait tout à l'heure sur les S3, les SR2I, tous ces dispositifs-là et toutes ces priorités thématiques que les régions ont mis en œuvre, à quel point vous incluez et vous intégrez dans ces différentes priorités. L'aspect environnemental est essentiel, c'est-à-dire qu'il faut à minima que vous montriez que vous n'avez pas d'impact négatif sur l'environnement via votre technologie, mais il faut aussi démontrer l'avantage que votre technologie aura par rapport aux technologies qui sont utilisées actuellement sur le plan environnemental, sur le plan sociétal également, et puis enfin sur le terme de création d'emplois, ça je l'ai déjà dit, mais des indicateurs vont être demandés assez spécifiquement pour justifier de la création d'un certain niveau de création d'emplois dans le cadre de votre projet. Le dossier de candidature, donc on vous a mis à disposition le dossier de candidature sur le site Aerospace Valley, il y aura le lien dans la présentation, mais vous pouvez déjà faire une petite recherche Google Aerospace Valley, IDEMO régionalisé, vous tomberez dessus. En gros, il y a différents éléments, la présentation du projet sur 20 pages maximum, avec un plan plus ou moins classique sur l'objet du projet, la description des marchés ciblés, le plan de travail de manière générique avec un Gantt, expliquer comment les lots se cadencent les uns après les autres. La description des lots vient dans un document à part, ne compte pas dans les 20 pages. La stratégie de collaboration et le plan d'exploitation de chaque partenaire, comment chaque partenaire va se positionner dans la chaîne de valeur par la suite, une fois que le projet sera abouti et que l'industrialisation et la commercialisation arriveront. Et puis les facteurs clés de succès et les risques identifiés. Donc il y a une petite analyse des risques qui vous sera demandée dans ces 20 pages. Ensuite, je le disais tout à l'heure, la description des lots. Donc la description des lots, c'est du classique, c'est le lotissement de votre projet, qui réalise quoi, dans quel cadre, quels sont les objectifs, les livrables de chacun des projets, les milestones également. Pour les partenaires privés, il faudra fournir la table de capitalisation. Il y aura une annexe financière qu'il faudra fournir par partenaire. Il y a une annexe financière différente pour les laboratoires publics, mais de toute façon, chaque partenaire devra faire sa propre annexe financière pour justifier de son assiette de dépenses. Une fiche de demande d'aide qui est très formelle et très administrative devra être complétée pour justifier de la demande d'aide de chacun des partenaires. Et une annexe sur les données économiques va être aussi demandée par partenaire. Et dans cette annexe sur les données économiques, vous allez devoir argumenter sur le niveau de création d'emplois, l'impact social et économique de votre projet pour votre structure. Donc, je le disais tout à l'heure, le dossier de candidature, vous pouvez le retrouver sur le site d'Aerospace Valley et le dossier devra être soumis selon un calendrier qui est projeté jusqu'en 2025. Donc, l'appel est ouvert sur le long terme. Il va y avoir 2 relèves par an, une relève en octobre, une relève en avril. Et le prochain appel est prévu pour le mercredi 26 octobre à midi. Systématiquement, les dates limites seront à midi. Après avril 2023, on est plutôt sur du calendrier prévisionnel, mais a priori, on est bien parti pour tenir ce calendrier-là. Donc à hauteur de 2 appels par an, il faut soumettre sa candidature pour l'instant sur chaque plateforme de chaque région. A priori, à partir du 15 octobre, à partir du 15 septembre, pardon, on aura une meilleure visibilité sur la procédure de candidature, notamment pour les projets qui impliqueront plusieurs régions. Pour l'instant, on vous invite surtout à regarder les pièces du dossier, à commencer à compléter. Éventuellement, si ce n'est pas déjà fait, commencez à créer un compte sur les différentes plateformes de vos régions. Typiquement, en Occitanie, c'est Entreprendre, pour que vous puissiez faciliter une candidature via cet outil-là. Mais potentiellement, selon les cahiers des charges, en fait, on a regardé plusieurs cahiers des charges, on n'a pas très bien compris si ça allait être uniquement via cette plateforme, sur plusieurs plateformes, ou alors via la plateforme de la BPI qui va gérer au niveau national l'ensemble des candidatures, même si c'est chaque région qui va être amenée à prendre la décision pour les projets qui vont l'impacter.
Donc là-dessus, il reste encore quelques zones à éclaircir, mais toujours est-il que vous pouvez commencer à travailler sur la préparation de votre appel à projet. Et concernant la préparation de cette rédaction, les pôles de compétitivité au sens large sont vraiment là sur ce dispositif pour vous accompagner sur la préparation, la consolidation de votre proposition. On est un petit peu sur l'ancêtre, pour ceux qui connaîtraient, du dispositif qui s'appelait le FUI ou alors le PSPC région, sur lesquels les pôles de compétitivité avaient un rôle relativement central, à tel point que sur certaines régions, la labellisation par un pôle est obligatoire ou alors suppose potentiellement une bonification de taux de subvention. Toujours est-il que sur Occitanie, Nouvelle-Aquitaine, le pôle Aerospace Valley s'est organisé pour justement que les ComLabs soient suffisamment bien dimensionnés pour pouvoir recevoir l'ensemble des candidatures. Donc, on a planifié déjà 2 comités de labellisation, un le 30 septembre, un le 18 octobre. Le comité de labellisation, c'est un petit peu l'aboutissement de l'accompagnement qu'on peut vous faire sur la préparation et la consolidation de votre proposition, puisque le ComLab est réservé aux membres du pôle. On labellise uniquement un projet sur un dispositif de financement public. Je préfère le rappeler ici, mais en gros, si vous candidatez sur une démo régionalisée, vous pouvez nous soumettre votre projet et il ne sera pas évalué par moi, Anne ou quelqu'un de l'équipe permanente du pôle, mais plutôt par vos pairs au sens large, c'est-à-dire que c'est les membres du conseil d'administration pour ce qui concerne le collège grand groupe PME, laboratoire public et enseignement, qui évalue au regard des enjeux de la filière, de l'appel à projet lui-même sur la base d'une audition et du draft de votre dossier, de la pertinence de votre projet et qui labellise ou non le projet. Donc ça apporte une visibilité au sein de l'écosystème qui est un des critères d'évaluation. C'est la bonification du projet parce qu'il y a tout le travail préparatoire de consolidation qu'on peut faire avec vous sur les conseils, les recommandations qu'on peut amener, notamment en s'appuyant sur nos experts dans les différents écosystèmes d'excellence. Et la valorisation du label auprès du financeur public a un intérêt essentiel. Typiquement, là, on a récupéré les chiffres sur le IDEMO national. Là où on a un taux de succès de l'ordre de 12 à 15% pour les projets non labellisés, on atteint un taux de succès de presque 50% pour les projets qui ont été labellisés par un pôle. Si on devait avoir un seul message à vous faire passer concernant l'accompagnement du pôle et la labellisation de votre projet par le pôle, c'est de venir nous voir le plus en amont possible pour qu'on puisse justement vous accompagner, vous faire des recommandations avant le passage en comité de labellisation. Le passage en comité de labellisation, la labellisation, on va pouvoir vous la fournir très vite. Mais il faudrait que vous nous sollicitiez le plus tôt possible pour que déjà on puisse vous programmer sur l'un des 2 ComLab, qu'on puisse préparer le ComLab et vous aider à consolider le dossier en amont. Et puis ensuite, pour qu'on puisse préparer aussi le comité de labellisation et les membres du comité de labellisation à l'évaluation de votre projet. Éventuellement, s'ils ont des questions en amont pour optimiser vos chances de succès sur la labellisation, qu'on ait le temps de vous le faire. En gros, si vous nous envoyez votre dossier moins d'une semaine avant le ComLab, on aura beaucoup de mal à vous programmer, ne serait-ce que parce qu'on n'aura plus de place dans le slot du comité de labellisation. Ça se passe sur une demi-journée. Vous serez convié sur un slot très court qui va aller entre 10 et 20 minutes de présentation et 10 et 20 minutes de questions-réponses. On va voir plusieurs projets, nous, de côté ComLab, dans la demi-journée. Donc, on ne va pas pouvoir en voir une quantité illimitée. Et c'est pour ça qu'il faut nous solliciter, nous informer de la préparation d'un projet le plus tôt possible. Et au-delà de ça, pour que nous aussi, avec Anne ou avec les différents experts côté écosystème d'excellence, on puisse vous faire des recommandations, vous aider à consolider votre projet, à vous aider à améliorer la manière dont vous répondez au dispositif en fonction des attentes des différents partenaires. On est aussi en contact en continu avec les différents conseils régionaux, donc ça nous permet par anticipation de commencer à parler des projets si vous le souhaitez pour qu'on puisse voir justement si ça répond aux problématiques, quels vont être les enjeux pour ces conseils régionaux et comment on fait pour justement, en préparation avec le conseil régional, optimiser vos chances de succès.
Donc, on vous a mis aussi le lien vers le cahier des charges côté Occitanie, parce qu'il n'existe pas encore côté Nouvelle-Aquitaine, je le disais au démarrage du webinaire. Je vous propose qu'on passe à la séance de questions-réponses. Donc, Anne a fait l'introduction du webinaire tout à l'heure. On va lire les questions que vous pouvez nous poser directement dans le chat. Donc, comme le disait Anne, vous avez une petite icône point d'interrogation en haut à droite de l'interface GoToWebinar pour nous poser les questions. Je n'ai pas eu le temps de regarder pendant la présentation s'il y avait déjà quelques questions, peut-être Anne. Oui, on a quelques questions. Merci Laurent pour toute cette présentation. Alors, il y a une première question sur l'envoi de la présentation. Alors effectivement, la présentation sera envoyée en même temps que le replay du webinaire, donc sous 48 heures après la fin du webinaire. Ensuite, il y a une autre question. Comment les organismes de recherche sont-ils financés? En avance remboursable ou en subvention? On est sur de la subvention pure. On est vraiment sur quelque chose de classique pour les laboratoires publics de recherche, c'est-à-dire que il faut réussir à trouver un équilibre entre vos coûts marginaux et vos coûts additionnels. Ça va être les règles habituelles, usuelles des régions qui s'imposent. Donc typiquement, vos coûts additionnels seront couverts. Ce qui vous permet de faire le projet, ce qui ne vous permet pas de dégager, de banaliser ou de trésorerie côté équipe, mais vous avez à minima de quoi faire le projet, de quoi réaliser les embauches et de quoi acheter les consommables, les équipements et réaliser les missions. On a une autre question, donc comment sont considérés les labos de recherche privés? Les labos de recherche privés sont considérés comme des partenaires privés. Donc, on va être sur les règles de financement qui sont propres à une petite moyenne entreprise, ETI, grand groupe. Soit ils réalisent une action de R&D, c'est-à-dire qu'ils sont réellement avec une activité inventive et ils génèrent de la propriété intellectuelle. À ce moment-là, il vaut mieux les définir comme partenaires du projet. Soit ils sont en prestataire, et à ce moment-là, ils peuvent être définis en sous-traitants du projet. Et c'est le partenaire qui prend en charge les coûts de sous-traitance qui doit le faire afficher dans son assiette de dépenses éligibles sous l'onglet sous-traitance. Une autre question donc, sur le nombre de partenaires minimum et maximum pour un projet. Il n'y a pas de, enfin, si, il y a un nombre de partenaires minimum a priori, ça serait plutôt 3 partenaires, sachant que vu qu'on est rédigé cahier des charges côté Occitanie, on pourrait prétendre à 2 partenaires. Cependant, il faut à minima une PME ou une ETI et à minima un laboratoire public de recherche. Si on est dans ce schéma-là, en fait, il y a un dispositif plus ou moins nouveau qui s'appelle le contrat innovation, qui existait précédemment, mais dans le cadre du PIA 4, on peut avoir un partenariat entre un labo et une PME. Donc, on serait plutôt redirigé vers ce dispositif-là. Clairement, sur un IDEMO régionalisé, on a plutôt compris qu'on serait sur un partenariat avec au moins 2 partenaires économiques, dont une PME, et un laboratoire public de recherche, donc 3 partenaires. À notre sens, même si ce n'est pas écrit directement dans le cahier des charges, il faut aussi que le projet soit plutôt porté par une PME. C'est-à-dire que le coordinateur doit être une PME, ce qui permet de mieux justifier l'incitativité de l'aide. Ok, alors on a pas mal de questions qui sont arrivées. Est-ce qu'on peut répondre à cet appel à projet pour des sujets qui touchent le secteur médical ou de la santé? Oui, en théorie, la santé, alors ça va dépendre des régions, encore une fois, c'est sur les priorités thématiques définies par les régions, mais souvent, en tout cas Nouvelle-Aquitaine et Occitanie, je suis sûr, en Nouvelle-Aquitaine, peut-être Anne, tu l'as plus en tête, mais les dispositifs médicaux, les point of care, les questions comme ça, vont pouvoir être adressées dans ce dispositif. Typiquement, sur Occitanie, dans le cahier des charges, vous avez une liste des thématiques prioritaires. Donc, pour moi, la santé au sens large est éligible, mais il y a peut-être des sous-thématiques que je maîtrise moins qui ne pourront pas être adressées par le IDEMO régionalisé.
Et ça, c'est vrai que oui, voilà, si vous avez une idée de projet dans cette thématique, n'hésitez pas à nous contacter et on pourra reboucler avec les régions aussi, nous, en interne. Alors, il y a une question aussi sur où doit-on déposer son dossier de montage sur une plateforme de la région concernée, voire sur celle de BPI France. Quand est-ce que nous en saurons plus à ce sujet? Aujourd'hui, tel que rédigé sur le cahier des charges Occitanie, il faut soumettre sur Hub Entreprendre. Il faut soumettre avant le 26 octobre et il faudra soumettre à partir du 15 septembre. Avec Anne, à la lecture des différents cahiers des charges sur les autres régions qu'on publié, on comprend que potentiellement il pourrait y avoir une plateforme unique. Ce qu'on ne sait pas dire aujourd'hui, c'est est-ce que si on est sur un projet entre Bretagne et Occitanie, par exemple, est-ce qu'on va devoir soumettre le dossier 2 fois, un sur Bretagne, un sur Occitanie? Comment chaque partenaire soumet ses propres documents? Est-ce qu'on envoie tout en une fois ou est-ce qu'on envoie tout jusqu'à ce que chaque partenaire envoie ses propres éléments et le porteur du projet envoie ses propres éléments et les éléments relatifs à l'ensemble du projet? Ce niveau de détail-là, on ne l'aura qu'à partir du 15 septembre. Donc, la première recommandation qu'on pourrait avoir là-dessus, c'est faites-vous les comptes sur les différentes plateformes régionales qui vous concernent, d'entreprendre pour Occitanie. Regardez les pièces du dossier qui sont accessibles soit sur le site d'Occitanie, soit sur le site d'Aerospace Valley. Commencez à compléter le dossier parce que de toute façon, ce sera des pièces à charger. Donc, les éléments Word, les éléments Excel que vous allez devoir réaliser, de toute façon, vous pouvez les faire indépendamment de la plateforme. Commencez à rédiger cette partie-là. Contactez-nous pour qu'on puisse vous aider à la rédaction, à la préparation et aux échanges éventuels qu'on pourrait avoir avec les financeurs, sur aussi compléter le consortium si besoin. Et on verra à partir du 15 novembre, factuellement et opérationnellement, comment il faut soumettre. Ensuite, donc, il y a une question par rapport à la labellisation Aerospace Valley. Est-ce qu'elle peut se faire aussi au niveau national? Alors, j'imagine que c'est pour des projets interrégionaux. Alors oui, la labellisation, chaque pôle de compétitivité en fait a cette capacité de labelliser un projet qui répond à un appel à projet. La seule limite, c'est qu'il faut qu'il y ait au moins un partenaire qui soit membre du pôle en question dans le consortium. Donc, pour prendre un exemple, le pôle Aerospace Valley pourrait labelliser un projet porté par une PME en région PACA, dans lequel il y aurait un partenaire, public ou privé, qui serait membre d'Aerospace Valley. Et à ce moment-là, le pôle Aerospace Valley peut labelliser le projet dans son ensemble avec l'ensemble des partenaires. C'est vraiment le projet en entier qui serait à cheval sur 2 régions et qui ne concernerait pas uniquement les 2 régions sur lesquelles le pôle Aerospace Valley est positionné, c'est-à-dire Nouvelle-Aquitaine et Occitanie. Et pareil sur un projet IDEMO national, je ne sais pas si du coup pour continuer à préciser, sur un projet IDEMO national financé uniquement par BPI, à partir du moment où on répond à un appel à projet national ou régional, le pôle Aerospace Valley, comme tous les autres pôles de compétitivité, peuvent labelliser le projet, sous réserve qu'un partenaire au moins soit membre du pôle. Une autre question, donc, y a-t-il une limite de participation d'un organisme de recherche public par rapport à une entreprise privée? Alors, j'imagine que c'est par rapport au budget. Ouais, alors en théorie, il faudrait quand même que le porteur du projet ait une place prépondérante dans le projet et donc les dépenses associées. Ce qu'il ne faut pas avoir, l'une des règles qui est claire, c'est qu'il ne faut pas avoir un partenaire qui représente plus de 70% du budget global. Maintenant, je pense qu'il y aurait beaucoup de questions si c'était un labo public qui supportait la quasi-totalité ou la majorité des dépenses du projet. On pourrait se demander pourquoi l'entreprise est en retrait, c'est-à-dire pourquoi le niveau de risque est surtout le niveau risque financier, vu qu'on est sur de la subvention ou de l'avance remboursable qui ne prend pas en charge la totalité des dépenses. Pourquoi les dépenses sont surtout portées par le laboratoire public? Il peut y avoir aussi des impacts en termes de propriété intellectuelle, c'est-à-dire que souvent dans les accords de consortium,
on est sur de la propriété intellectuelle qui va être répartie à hauteur des engagements financiers humains de chaque partenaire. Et donc, si c'est le laboratoire public qui porte la majorité des dépenses, c'est le labo public qui aura la majorité, entre guillemets, ou en théorie, si je caricature beaucoup, qui aura la majorité de la propriété intellectuelle. Et donc, en termes de liberté d'exploitation, en tout cas de positionnement pertinent en termes de plan d'exploitation, en quoi la PME porteuse du projet serait pertinente plus qu'une autre pour exploiter. Donc, dans les faits, il n'y a pas de limite, sauf cette règle des 70%. Stratégiquement, il faut pouvoir l'argumenter. Il faut pouvoir l'argumenter peut-être au-delà de c'est le seuil des 300 000 euros de subvention avance remboursable qui nous a fait répartir les dépenses de cette manière. Pour anticiper peut-être une idée que certains pourraient avoir. Donc, au niveau du Conseil régional Occitanie, qui gère l'appel à projet? Est-ce que c'est la direction des entreprises? Oui. Alors, là-dessus, le message est clair. Il faut que les différents dispositifs de la région, centre de développement économique, pôle de compétitivité, soient en première ligne pour accompagner les adhérents, pour accompagner les candidats sur la préparation des appels à projets. Donc, la première porte d'entrée, ça va être plutôt les agences de développement, les pôles de compétitivité. Donc, si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous êtes adhérent du pôle. Et donc, c'est plutôt Aerospace Valley, votre porte d'entrée. Et après, il y a effectivement la direction des entreprises, mais le conseil régional côté Occitanie, c'est aussi un petit peu réformé ou en tout cas adapté. Et la direction qui s'occupe aussi des labos publics, qui s'occupe de la R&D côté labo public, est impliquée dans le processus. Il faut savoir qu'il y a aussi le niveau national qui est impliqué dans le processus. Donc, vous avez la BPI, ses experts, la DGE, la SGPI qui va être impliquée dans le processus. Donc, ça va être une commission d'évaluation un petit peu complexe et c'est pour ça qu'ils demandent à ce que la porte d'entrée soit plutôt les différents outils des régions en termes d'accompagnement des adhérents parce que derrière nous, il faut qu'on revoie avec les différents acteurs comment optimiser les chances de succès. Donc une autre question sur les laboratoires. Si un laboratoire privé participe, est-ce qu'il faut obligatoirement un laboratoire public dans le consortium? Oui, a priori, c'est vraiment un critère d'éligibilité. Il faut un laboratoire public. Ça va jusqu'aux IRT, CEA, EPIC, en gros, et autres dispositifs nouveaux, mais il faut qu'un laboratoire public ou semi-public soit partenaire du projet. Il y a vraiment cette volonté, comme sur le FUI finalement, ou le PSPC région, d'embarquer la partie académique pour caricaturer, pour faire un grand groupe, parce que ça permet aussi de monter les projets en innovation, ça permet vraiment d'aboutir à des solutions sur l'avancement de l'état de l'art et l'avancement des connaissances qu'il n'y aurait pas s'il n'y avait pas de laboratoire public. Et ça facilite aussi la collaboration qui est essentielle entre les laboratoires publics et les PME. Comment se passe le montage donc, dans le cas de projets interrégionaux? Est-ce que donc, chaque partenaire doit être conforme aux règles des cahiers des charges de sa région respective? Et comment monter les budgets en cas de règles différentes entre les différentes régions? Et est-ce qu'il y a une présentation du projet à chaque région concernée? Alors, il n'y aura pas forcément de présentation pour chaque région concernée. Il y a un dossier unique de candidature, c'est les mêmes pièces pour toutes les régions, donc ça restera identique. L'assiette des dépenses éligibles est la même. Ce qui va changer d'une région à l'autre, ça peut être le taux de financement, ça peut être la part de subvention et la part d'avance remboursable, et ça peut être les priorités thématiques. Donc oui, il faut regarder le cahier des charges dans chaque région, déjà pour regarder si dans la région A, B et C, la thématique du projet est adressable. Et ensuite, il faut, quand on monte le budget, c'est le même document pour tout le monde, c'est les mêmes types de dépenses. C'est vraiment ce que vous allez avoir à la fin comme aide de l'État et des conseils régionaux qui va changer d'une région à l'autre. Là-dessus aussi, on peut vous aider
L'ensemble des cahiers des charges de toutes les régions n'a pas encore été publié, mais on a des drafts pour certaines régions qui nous permettent de faire des hypothèses sur ce qui sera fait, faisable ou pas faisable. Et ça rejoint une question aussi. Donc voilà, les cahiers des charges de chaque région ont tous été publiés, donc non, pas encore. Effectivement, on ne peut pas trouver celui de la région Nouvelle-Aquitaine parce que voilà, ils n'ont pas encore signé la convention avec l'État, et donc le cahier des charges n'est pas encore disponible. Ouais, il n'est pas encore public. Et après, il y a d'autres régions pour lesquelles la convention a été signée, mais le cahier des charges est encore en validation par les élus, par exemple. Donc, il y a différents niveaux de maturité. Peut-être que côté Nouvelle-Aquitaine, c'est là où il y a le plus de travail encore à réaliser en termes de certitude, parce qu'il y a cette histoire de signature de convention entre le conseil régional et l'État. Par contre, pour d'autres régions, le fait que ce ne soit pas publié, ça pourrait être une autre raison. Donc, au cas par cas, nous, on peut vérifier auprès des conseils régionaux, de nos collègues dans les autres pôles de compétitivité, auprès de nos contacts à la BPI, quelles seraient les tendances en termes de cahier des charges pour les différentes régions. Donc ça rejoint une autre question. Donc toutes les régions françaises seront-elles concernées par ce dispositif? C'est l'objectif de l'État. Maintenant, c'est chaque région, chaque conseil régional qui est libre de signer ou non la convention. Donc ça se passe ni au niveau de l'État, ni au niveau des pôles de compétitivité. Chaque président de conseil régional, après une négociation avec l'État, juge de l'intérêt ou non pour son territoire de signer la convention. Aujourd'hui, la tendance est plutôt à ce que le dispositif soit très largement diffusé et en théorie au sein de l'ensemble des régions françaises. Comme je vous le disais en introduction, côté Nouvelle-Aquitaine, en tous les cas, on pourra trouver, même si d'ici au 26 octobre, la convention n'avait pas pu encore être signée, on trouvera une solution pour que les partenaires néo-aquitains puissent trouver une subvention au niveau du conseil régional, puisque même si il n'y a pas de convention État-région, le conseil régional a les moyens et la possibilité de financer les entreprises ou les laboratoires de son territoire, ce qui fait que le seul impact est plutôt côté conseil régional, c'est-à-dire qu'il n'obtient pas l'aide de l'État prévue dans le cadre du PIA 4 régionalisé pour financer les entreprises de son territoire. Mais il peut quand même le faire. Donc dans le cadre de cet appel à projet, les IRT sont-ils considérés comme des laboratoires ou PME? Et est-ce qu'un laboratoire ou un IRT peut être porteur du projet? Alors, un IRT, en tout cas, dans le cahier des charges côté Occitanie, est clairement défini comme un laboratoire public de recherche. Donc, il compte comme un labo. Et à ce titre-là, il est peut-être moins pertinent en tant que porteur. Le porteur, c'est vraiment celui qui, in fine, va être amené à faire l'industrialisation et la commercialisation de la solution. Maintenant, au cas par cas, on pourrait vérifier, par exemple, s'il y a une stratégie d'essaimage avec une spin-off qui devrait être créée ou qui est en cours de création, qui n'a pas encore les fonds propres. Il y a tout un tas d'hypothèses qui peuvent justifier que vous souhaitez positionner l'IRT en coordinateur. Ça pourrait être le cas. Maintenant, le but, c'est ce qu'on mettait au départ, le but de l'appel à projet, c'est quand même d'aboutir à la commercialisation d'un nouveau produit ou d'un nouveau service à haute valeur ajoutée. Et donc, l'IRT n'a pas vocation à commercialiser lui-même une solution. Donc une autre question sur cette thématique, quel niveau de TRL est attendu à la fin du projet? Il n'y a pas de précision sur le niveau de TRL attendu. Cependant, on est vraiment sur un projet d'innovation, donc on va être en dessous du TRL 8. Et en théorie, on est quand même sur quelque chose qui ne doit pas être trop éloigné du marché et pas trop exploratoire. Donc, je dirais qu'on devrait être au-dessus du TRL 4, voire au-dessus du TRL 5. Est-ce qu'il est possible de cumuler cette aide avec un autre financement européen, par exemple? Alors, le cumul des aides, pas sur la même assiette de dépenses. C'est-à-dire que si vous recrutez une personne à temps plein sur ce projet et que vous demandez la subvention, enfin, vous demandez un accompagnement de l'État et de la région sur ce recrutement-là à 100%, vous ne pouvez pas revaloriser cette même dépense sur un projet européen.
En revanche, vous pouvez articuler les projets entre eux, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une partie du projet et une partie de l'assiette éligible des dépenses qui est présentée au IDEMO régionalisé, et une autre partie du projet et une autre partie de l'assiette des dépenses associée à cette autre partie du projet qui est présentée à un autre dispositif de financement, typiquement un projet européen. Mais là, on est sur les taux maximum d'intervention de la région, c'est-à-dire que la région va regarder pour une dépense, pour l'achat d'un matériel, elle peut accompagner, enfin, elle peut admettre qu'il y ait un accompagnement jusqu'à 60%. Donc, si vous avez déjà, par exemple, obtenu 50% d'aide, elle ne pourra pas rajouter plus de 10% en plus sur l'achat de cet équipement. Donc, ce n'est pas vraiment cumulable. En théorie, oui, mais les montages avec du cumul de subventions fait que ça dégrade les taux d'accompagnement et que ça n'a pas forcément d'intérêt. Il vaut mieux faire 2 assiettes de dépenses éligibles pour les 2 dispositifs de financement dédiés. Quel est le pourcentage de subvention pour les grands groupes? C'était le taux qui était précisé ici. Il est de maximum 40%. Encore une fois, on est sur un taux max, donc ça ne pourra pas aller au-delà de 40%. Et ça sera sur la forme d'avance remboursable uniquement pour la partie Occitanie en tout cas. Après, il faut regarder sur chaque région les modalités de répartition entre de la sub et de l'avance remboursable. Ouais, donc je pense que ça répond à une autre question, donc sur les instituts de recherche privés qui sont financés comme les entreprises, donc sous forme d'avance remboursable et pas de subvention. Donc ça dépend aussi des régions. Ouais. Euh, Le laboratoire public et privé est appréhendé comme une PME en région Occitanie jusqu'à 300 000 euros, c'est de la subvention. donc combien de temps après la soumission peut-on espérer avoir la réponse et commencer les travaux du projet? On n'a pas encore le calendrier des évaluations de projet. Cependant, comme on voit qu'il y a un appel, enfin une relève des propositions tous les 6 mois, on estime que le processus de sélection des projets sera inférieur à 6 mois. Ce qui permettra à chaque porteur de savoir s'il est sélectionné ou pas et d'éviter de recandidater quoi qu'il arrive au call d'après. Mais on n'a pas encore de visibilité sur les agendas d'évaluation. Alors une dernière question, donc si les thématiques sont différentes entre les régions, dans le cas de montages interrégionaux, comment ça se passe si une thématique prioritaire n'est pas couverte pour un partenaire d'une région donnée? Alors en théorie, le partenaire de la région dont la thématique n'est pas couverte ne pourra pas être financé de son côté. Donc en fait, ça veut dire que le consortium n'est peut-être pas le plus adapté par rapport aux priorités de chacun des financeurs. C'est vraiment le point zéro, celui à partir duquel il faut partir pour constituer un projet, c'est de bien vérifier si sur son territoire, en tant que partenaire, le projet adresse une des priorités thématiques du conseil régional tel qu'il est défini dans, typiquement, aller voir le cahier des charges s'il n'existe pas encore. Faut aller voir les différents documents, mais pour chacun d'entre eux, de toute façon, on peut vous y aider. Donc, si vous avez une question sur ces priorités thématiques, on peut, nous, vous donner une première réponse et dans tous les cas, si vous avez un doute, obtenir un go, no go ou des conseils régionaux. Donc il y a une autre question qui est apparue. Donc quand on regarde les documents à fournir, donc ce ne sont que des fichiers Excel, il n'y a pas de document générique, format document Word, présentant le projet. Alors, oui et non, c'est-à-dire que oui, c'est que des fichiers Excel, mais la présentation du projet, typiquement la présentation du projet, c'est un plan. En fait, ils ont rédigé un plan dans un tableur Excel, donc il faut ressortir ce plan-là, et vous pouvez le rédiger sous Word et le transformer en PDF au moment de la soumission. Pareil pour la description de l'entreprise, il y a quelques éléments qui sont très administratifs et donc qui doivent être adressés dans le cadre d'un tableur, mais après la présentation, la description de votre activité peut être fait sur un fichier Word. Si vous ouvrez chacun des documents, vous comprendrez rapidement si vous devez le remplir directement dans le document Excel ou si vous devez extraire le plan pour compléter un fichier Word. Alors il faut faire attention parce que typiquement, en présentation du projet, il y a 2 onglets. Un, c'est le plan et 2, c'est le lotissement. Donc, tout ce qui est lotissement, c'est à part.
C'est via le fichier Excel plutôt. Et bon, ces éléments-là, de toute façon, doivent être transformés en PDF, donc ça n'aura pas un grand impact. Si vous vous trompez de format à la fin, il faut vraiment que ça respecte pour la présentation du projet la limitation des 20 pages et pour le reste, ce qui sera écrit dans chacun des documents. Ah, bah, merci beaucoup Laurent, on est arrivé à la fin de cette liste de questions. Je vois que ça a suscité beaucoup d'intérêt, beaucoup de questionnements des participants. Donc merci Laurent pour toutes ces précisions et voilà, le replay, la présentation vous seront envoyés directement par mail et vraiment n'hésitez pas à nous contacter aux adresses mail que vous voyez sur le slide ici. Merci beaucoup, merci Anne, merci à tous pour votre participation. On est au tout début de ce dispositif, donc là on vous a fourni l'ensemble des éléments pour lesquels on a la certitude. Il y a beaucoup de choses qui sont encore avec des doutes, avec des questionnements, même au niveau des conseils régionaux, au niveau de l'État, il y a potentiellement des modifications qui viendront. Donc n'hésitez surtout pas à revenir vers nous pour toute question très spécifique par rapport à vos projets. Anne, moi, tous les deux en même temps, on sera ravis de pouvoir échanger autour de votre projet et de pouvoir vous aider et vous accompagner dans la préparation de votre réponse à l'appel à projet. Merci Laurent et merci à tous. Merci beaucoup, à très bientôt. Au revoir. Au revoir.